Allô, allô! Alors, nous voici maintenant rendu au numéro 3 pour le TP9. Donc, théorème de Green. Essentiellement, ce qu'on veut faire, ça va être de traduire le théorème de Green qu'on connaît déjà, qui se passe dans le langage du calcul différentiel et intégral ordinaire, si on veut. Et on va vouloir traduire ça avec les formes, le langage qu'on a développé de l'algèbre extérieure, des formes différentielles. Donc, c'est un problème de traduction. Il n'y a pas beaucoup de calculs qui vont intervenir, ni de raisonnement astucieux. On est un peu en train de motiver de façon intuitive une définition que vous allez voir, je pense, dans votre cours de la semaine prochaine, où est-ce qu'on va définir vraiment c'est quoi l'intégrale de façon formelle. Donc, allons-y. Numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? J'ai même pas lu l'énoncé. Donnez-moi 2 secondes. Dans le fond, montrer, on nous donne lambda une forme sur R2 et on veut juste montrer, on veut calculer sa différentielle. OK. Donc, le différentiel appliqué à une forme lambda. Ici, je pense qu'avec le numéro 2, j'ai déjà jasé de toutes les propriétés de la dérivée extérieure. Donc, ça devrait aller assez directement. Ici, on va avoir d, la différentielle de la fonction p, wedge, la fonction, une forme dx, plus dp, la différentielle de q, wedge dy. Ici, on se rappelle la définition de la dérivée extérieure d'une fonction p. En fait, p ici, c'est une fonction qui va de R2 dans R. On fait Q aussi. Donc, on a deux fonctions. Donc, c'est des trucs qui mangent des X et des Y. On peut les dériver. Dérivée partielle de P par rapport à X fois dx plus dérivée partielle de P par rapport à Y fois dy. Tout ça ici, c'est dp, wedge dx, plus la dérivée, on peut y aller directement. Donc on va avoir dérivée partielle de q par rapport à x dx, et de même la dérivée partielle par rapport à y dy, le tout wedge dy. Et là, ben, on distribue les wedges. En fait, s'il y a du x, il ne va rien se passer. Et il ne va rien se passer aussi quand je vais wedger celui-là avec celui-là, à cause ça s'annule. Donc, à ce moment-là, on va avoir dp, la différentielle, del p, del y, dy, wedge dq. En fait, je vais avoir un moins ici. Je vais... Bon, ben, j'ai déjà commencé, là. Fait que je vais le faire dans cet ordre-là. Fait que ça va être dy, wedge, dx. On aurait pu le faire en une seule ligne, c'est ce que je comptais faire, mais je suis parti du mauvais bord. Et là, je vais wedger celui-ci avec lui. Donc, del q, del x, dx, wedge, dy. Et là, finalement, ici, on va inverser ces deux-là. On va avoir un moins. On va se retrouver dans la même base. Donc, del q, del x, moins del p, del y, le tout en avant de dx, wedge, dy. Et voilà, le numéro A est terminé. C'est ce qu'on nous avait demandé de montrer. On peut aller confirmer. Montrer que
la dérivée extérieure de une forme lambda est égale. Ici, je ne sais pas pourquoi les bords apparaissent pas. Ben c'est ça. Donc, il faut les imaginer. Question B. D, un domaine de R2 dont la frontière est une courbe C orientée positivement. On a déjà vu ce genre de situation-là. Ça vaut peut-être la peine de se refaire un mini croquis. Ici, j'ai découvert une petite fonctionnalité que je trouvais quand même cool. Donc, Y, X. Et là, ben, l'image la plus simple qu'on peut avoir en tête, en fait, je vais faire la courbe. Elle est orientée positivement. En mathématiques, positivement, c'est anti-horaire. Donc, ça, c'est la courbe de C. Et la région D de R2, ça pourrait être, par exemple, à l'intérieur ici. Donc, ça, c'est la région D, qui est, à fond, ce qu'on pourrait dire, c'est que le bord de D, c'est égal à C. Ouais. Donc ça, c'est l'image qu'on a. Maintenant qu'on a ça, après ça, on nous donne une définition. On nous dit, on va définir la différentielle de l'intégrale de la différentielle de d lambda. Donc, d lambda, on l'a en haut ici. C'est une deux formes. On avait une forme, on a appliqué la différentielle extérieure, on obtient une deux formes. C'est exactement ce qu'il fallait s'attendre. Et là, la différentielle de ces deux formes-là sur la région D, on la définit. Donc, on nous parachute une définition. Ça va être tout simplement l'intégrale de del x del... je sais pas pourquoi ça me fait ça. Del x, del q del x moins del p sur del y, intégré par rapport à x, intégré par rapport à y. Et en fait, si on remarque, si on regarde, on observe d lambda, ça c'est sa définition. On remarque que d'une certaine façon, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le wedge et on l'a réécrit tel quel. Donc ce côté-là, ben, on va le faire explicitement. Puis là, il dit, en posant ça, montrer que le théorème de Green admet la formulation suivante. Donc on va réécrire le théorème de Green dans cette formulation-là. Ça va être essentiellement un tour de passe-passe de notation. Donc on va faire ça. Donc on va commencer tout simplement avec l'intégrale sur la courbe C de notre informe lambda. A priori, ça ici, là, on ne sait pas encore ce que ça veut dire. C'est juste une notation. On n'a pas encore défini l'intégrale de forme sur des courbes. Ça va être l'objet d'un prochain cours. Fait qu'on est juste en train de motiver qu'est-ce qui peut se passer. Ici, je vais écrire la définition de lambda. Donc, lambda est égal à p dx plus q dy. C'est une forme sur C. Là, après ça, ici, je vais utiliser le théorème de Green. Donc, on passe à une intégrale simple à une intégrale double sur un domaine D. Et le théorème de Green nous dit que c'est égal à la dérivée partielle de Q par rapport à Y, par rapport à X, moins la dérivée partielle de P par rapport à Y. Et on intègre par rapport à X et par rapport à Y. Et là, dans l'exercice, on nous avait donné une notation. On avait dit que ça ici, c'était rien d'autre que D de lambda. Donc, on a terminé. On a montré ce qu'on voulait. On a pris ça ici et on a montré, il manque un D ici, et que c'est égal à l'intégrale de la différentielle de la forme lambda sur D. Fait que je vais repasser les étapes là, ici pour clarifier qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est la définition de lambda. Lambda est égal à
ça ici, donc il ne s'est rien passé, on a juste réécrit lambda. Ici, ça c'est, on a appliqué le théorème de Green comme qu'on l'a appris dans le langage du calcul différentiel ordinaire, si on veut. Donc, théorème Green. Et enfin, ça ici, c'est à vrai dire une définition qu'on nous a donnée. Donc, on l'a pris pour du cash. Ça, c'est définition exo. Donc, c'est le passage de là à là, c'est juste une définition. Et en fait, ce qui motive... On a terminé l'exercice. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais ce qui motive en fait ça, c'est qu'on a calculé juste en haut ici que d de lambda, c'est égal à précisément ça. Donc on se rend compte que la définition en fait semble très naturelle. D'une certaine façon, d de lambda, je vais l'écrire en bleu ici, c'est égal à donc en fait l'égalité entre là et là, elle n'est pas tout à fait égale, dans le sens que c'est pas une réécriture. Entre ici et ici, c'est une égalité, mais ici, entre ici et la ligne en bas, il y a une définition qui est rentrée en jeu. Donc on a retiré le wedge, et c'est quand même quelque chose de significatif, mais on va voir qu'en fait tout concorde, tout marche bien, et ça semble assez plausible que ce soit le cas. Donc, ça c'est pour l'exercice, ça conclut. Je vais néanmoins continuer. Maintenant, je vais prendre l'habitude de... J'aime ça jaser, dire des choses, mais pour pas embêter ceux qui veulent vraiment juste la partie reliée à l'exercice, je vais faire l'espèce de parenthèse, discussion, ouverture de sujet sur à la fin de la vidéo. Donc, ceux qui ne sont pas intéressés de continuer ou qui ont l'impression d'en avoir assez dans leur assiette, ils peuvent arrêter. Ce que je veux faire, ça va être de justifier comment est-ce qu'une forme différentielle peut être intégrée sur une courbe. Donc pour ça, il va falloir se rappeler d'abord qu'est-ce que c'est une forme différentielle. Et pour bien comprendre une forme différentielle, il va falloir revenir sur les espaces duals. Donc, si j'ai Rn, on peut le faire avec un espace général V, mais je vais prendre Rn pour le moment. Je peux définir, c'est un espace vectoriel, je peux définir son espace vectoriel dual. Et ça, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les fonctions qui vont de Rn dans R, tels qu'ils sont linéaires. Et c'est juste ça. C'est un espace vectoriel de fonctions. On peut additionner deux fonctions. Ça, c'est supposé être un phi. On peut les additionner les deux. Ils vont être linéaires. La somme de deux fonctions, c'est linéaire. Je peux multiplier par, là, cette fois-ci, lambda c'est un scalaire. Faites attention. Je préfère garder lambda pour des scalaires. Je peux additionner avec des scalaires. Ça va rester linéaire. La somme va rester linéaire. Donc, bref, on a un espace vectoriel. Il y aurait évidemment d'autres axiomes à vérifier, mais je pense que vous voyez clairement que ça se fait bien. Donc, on a un espace vectoriel de fonctions linéaires. Et qu'est-ce que ça fait? Ça mange des vecteurs. Phi ici, il peut prendre un vecteur U et il l'envoie dans un réel phi de U. Là, on peut montrer que, au moins pour les espaces vectoriels finis, c'est facile de le faire, une base de cet espace-là, si EI, c'est une base de Rn, on va noter EI étoile la base de l'espace dual. Puis la définition, c'est juste que EI d'un vecteur U, ça va te redonner si U est égal à
U1E1, UNEN. On pourrait noter aussi juste avec les parenthèses. À fond, ça te redonne la IM composante, donc UI. Puis au final, en fait même pour bien le définir, c'est que c'est linéaire. Donc on a EI appliqué. Ici, je vais utiliser une notation somme. Ça va me sauver du travail d'écriture. Donc c'est égal à ça. Je mets les indices. Ici, on peut le EI étoile, il va rentrer. En fait, ça c'est des scalaires. Les scalaires vont sortir en avant. Donc, il va juste nous rester ça. Et on se rappelle que la définition de EI étoile sur EJ est égal à 1 si I est égal à J, est égal à 0 sinon. Donc ça ici, oups, ça va tout être 0. En fait, attends. Ici, j'ai un problème avec, j'ai une double variable. Donc il faudrait que je somme sur des J. Et là, je vais les écrire vu qu'il y a une confusion. Et voilà, là, ça a plus d'allure. J'avais deux fois le I comme compteur, puis I qui était fixé pour mon élément ici que je suis en train de définir. Donc, j'ai enlevé lui. Ça ici, ça va toujours être 0, sauf quand J va être égal à 1. Et là, ça va me faire 1, donc au final, il me reste UI. Donc tout ça pour dire que ça me définit, ça me sort la IM composante. Donc ça, c'est un rappel sur les espaces duaux vectoriels. J'espère que je vous ai rien appris. Je vous ai juste remis à la mémoire vive ce que vous connaissez déjà. Et c'est que les formes, en fait, les une-formes, c'est un peu similaire pour les coformes, mais ça ne généralise pas exactement de la même façon. Sur Rn, en fait, c'est la même chose, si vous voulez, à Rn dual. Donc, si je te donne une forme, je peux la réécrire comme une fonction ici. Enfin, ici, je dois faire attention. Donc, c'est tentant ici de le voir comme ça. On pourrait, par abus de langage, le dire, mais en fait, je veux dire ressemble à. Je pense que tu as l'inclusion. Tu pourras avoir une inclusion. Je vais faire attention ici. Donc, je me tais pour pas dire n'importe quoi. Mais ici, en fait, c'est que ça se comporte presque pareil. Peut-être que je vais être capable de vous réexpliquer pourquoi j'ai un doute dans ma tête un peu plus tard, une fois que vous allez avoir d'autres éléments. Donc ici, si on se donne une forme, ça va être une forme, on pourrait l'écrire de façon générale, je sais pas, par exemple, f dx plus, en fait, tant qu'à faire, on peut prendre p et q. Donc p plus q dy. Donc ça pourrait être une forme générale, une forme générale sur Rn. Puis,
Ok, donc mettez ça sur pause. Je viens de comprendre, là, je suis en train d'improviser, mais je viens de comprendre de comment je vais l'expliquer. Donc, vous savez, c'est quoi un vecteur U? Excellent. Et là, vous savez aussi c'est quoi un champ vectoriel. Donc, un champ vectoriel, c'est que en chaque point de notre espace R2 ou Rn, ça va nous donner un vecteur et on a des vecteurs pour tous les points. Donc, à chaque point, ça va de Rn et en chaque point de Rn, ça associe un vecteur. Donc, ça prend un point P et ça lui associe un vecteur U de P. Je vais le noter comme ça pour insister, et je vais revenir sur ce point-là, sur le fait que le vecteur U, son origine, si vous voulez, c'est pas 0, mais son origine est attachée au point P. Donc, si j'ai un point P, F, il va manger un point P, il va me redonner un vecteur, et ce vecteur-là, il est comme, on le voit, attaché à la base du vecteur étant P. Donc, ça, c'est un champ vectoriel et des vecteurs. Là, on refait la même histoire, mais une forme différentielle. Une forme différentielle, c'est analogue. Ce qu'on va avoir ici, c'est qu'on va avoir des, je vais le noter avec une étoile, si vous voulez, on va avoir des vecteurs duals, donc en fait des fonctions qui vont de U, en ce moment quand je le note comme ça, c'est une fonction qui va de Rn, qui mange des vecteurs et qui te redonne des vecteurs dans R. Et on va avoir une forme différentielle, c'est un champ de... Des fois, on utilise le terme covecteur au lieu de vecteur, ou c'est un champ de vecteurs, de fonctions linéaires, si vous voulez. Donc, oméga, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va de Rn dans l'espace dual de Rn, et à chaque point P, il va donner une fonction oméga P. Puis ça ici, c'est une... en fait, c'est un élément... En fait, c'est ça, c'est un élément de Rn dual. Donc, c'est une fonction linéaire qui va de Rn dans R. Donc, on pourrait l'écrire ici. Donc, en fait, la notion de vecteur et covecteur, ça peut être pertinent. Si j'ai U1, Un, donc je pourrais voir que ma fonction f, mon champ vectoriel, en chaque point P de mon espace, elle associe un vecteur. Et en fait, c'est ça, là je viens de me rendre compte, c'est toujours un peu mélangeant, mais je vais vouloir justement le mettre en vecteur colonne, donc U1, UN, et je mets une petite notation P ici pour dire que c'est basé au point P. Et ma forme oméga, qu'est-ce qu'elle fait? Si vous voulez, elle prend des points P et elle associe pas des vecteurs colonnes, mais des vecteurs rangés, des vecteurs lignes. Puis qu'est-ce que les vecteurs lignes peuvent faire? C'est simplement que si j'ai U1, UN, et que j'y colle un vecteur colonne, ici, ben là, si je développe ça, ici, je vais faire V1 jusqu'à Vn. On a déjà vu ça ensemble pour plusieurs d'entre vous. C'est la même chose que U fois V. Il suffit de développer, là, parce que selon la règle de multiplication de deux matrices, ça c'est une matrice 1 par n, ça c'est une matrice n par 1, ils sont compatibles, et ça nous donne une matrice 1 par 1 qui est un scalaire, et ça nous donne, en fait, c'est le produit vectoriel. Donc, en fait, les covecteurs, ce que c'est qu'en chaque point de l'espace, ça t'associe, si tu veux, un vecteur, mais au lieu d'être un vecteur colonne, c'est un vecteur ligne. Puis, ce que ce vecteur ligne-là, en fait, il mange des vecteurs. On pourrait aussi voir la fonction, ça c'est égal à WP. Puis, en fait, WP, c'est une fonction qui va de Rn dans R, elle prend un vecteur V, puis
en vérité, ce qu'elle fait, elle lui associe, et ça c'est égal à je vais reculer d'une étape. J'ai oméga qui va de Rn dans Rn dual, qui me prend un point P, qui me donne une forme, en fait, qui me donne un vecteur dual. Ce vecteur dual-là, c'est, en fait, cet espace-là, on se rappelle que c'est juste l'espace des fonctions linéaires de Rn dans R. Donc, mon oméga P, il va de Rn dans R. Et la façon qu'il peut le faire, ça pourrait simplement être de prendre des vecteurs V et de les associer U croix V. En fait, je vais noter UP si on veut. Là, j'ai celui-là ici en tête, là, donc mon vecteur ligne qui multiplie le vecteur V. Donc là, on a peut-être perdu un peu de vue qu'est-ce qu'on est en train de faire. Laissez-nous rassembler nos idées. Ah oui, donc c'est ça que je voulais faire. J'étais en train de parler de oméga ici, qui est une forme sur Rn, et je suis en train de dire que une forme, c'est un champ covectoriel si vous préférez, ou juste un champ de fonctions linéaires qui mange des vecteurs. Donc, en chaque point de ton espace Rn, tu as maintenant une fonction qui est attachée à ce point-là et qui mange des vecteurs dont la base c'est ce point-là, puis qui t'ordonne des réels. Donc là, pour parler plus convenablement, ici, là, vous voyez, j'ai comme des P. Il faut introduire, en fait, l'espace tangent. Donc, tout ce que j'ai écrit ici, il y a une petite ambiguïté qu'on va pouvoir lever de façon satisfaisante en introduisant espace tangent. Donc, si vous voulez, toute cette discussion-là ici, on pourrait le dire, ça c'était essentiellement rappel espace dual. Donc, on va y aller un morceau à la fois. Puis après ça, tout va se coller ensemble. Puis on va être capable de comprendre. Je vous jure que mon but, je ne vais pas juste m'égarer, là. Ça va être de parler de comprendre cette intégrale-là. Donc, l'espace tangent, peut-être le plus simple pour le comprendre, c'est si on se donne une courbe C, on peut lui donner une orientation. Si je prends un point sur cette courbe-là, P, ben, la tangente à la courbe, c'est ça ici. Et en fait, je vais l'appeler TPC. Donc, l'espace tangent en P à la courbe C. Donc, c'est une image très concise qu'on a. Puis en fait, qu'est-ce qu'on a même? Ça, c'est égal à R, parce qu'on peut s'imaginer que cette droite-là, c'est rien d'autre que R. La seule différence, c'est que c'est R qui est attaché au point P. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ça ici. Et petite remarque, ça, c'est une courbe, c'est un objet de dimension 1. Et l'espace tangent en P, c'est isomorphe à R. R, c'est dimension 1, mais ce ne sera pas extrêmement pertinent dans la discussion. Et là, on peut faire aussi quelque chose de semblable avec la sphère. Et c'est ce qui va nous éliminer davantage, en fait. Donc, on a la sphère. Sur la sphère, je peux prendre un point P. Et l'espace tangent à P, c'est l'espèce de plat qui vient toucher la sphère en un seul point. Ici, ça, c'est S2.
Donc, c'est un plan infini. En fait, c'est isomorphe, c'est comme si on attachait une copie de R2, puis on l'attachait au point P. Donc, en fait, c'est littéralement ça. C'est une copie de R2, c'est un plan qu'on a attaché au point P. Donc, P, c'est comme l'origine de notre plan, puis on pourrait avoir une base. OK. Ici, là, ce que je veux faire, c'est prendre un autre exemple. Je prends une courbe qui est en fait une droite. Donc, on peut l'appeler C encore. Peut-être C'. Si je prends un point P sur cette droite-là, et je veux considérer son espace tangent, ben, c'est la droite qui approxime le mieux C', puis en fait, ben, c'est C'. Donc, ici, c'est comme l'espace est superposé. Donc, TP de C', c'est encore isomorphe à R, et d'une certaine façon, c'est égal à C'. C'est comme une copie de C' par-dessus. Donc là, ça nous permet de comprendre en fait ce qui est le plus simple, mais dans le fond difficile à comprendre justement de par sa simplicité. Ici, si on a R2 et que je prends un point dans R2, un point P, je lui associe, dans le fond, vous avez déjà rencontré la notation TP de R2. En fait, ce que c'est une copie de R, c'est l'espace tangent en P à R2 qui approxime le mieux. Fait qu'imaginez-vous une feuille de papier, c'est un plan, et là, vous cherchez le plan qui approxime le mieux votre feuille de papier linéairement autour du point P, ben, ça va être la feuille elle-même. Donc, c'est pour ça que TP de R2, c'est tout simplement isomorphe à R2. Donc, c'est ça, c'est dans le fond l'espace linéaire qui approxime le mieux un objet autour d'un point particulier de cet objet-là. Dans le cas d'une courbe, tu as une droite ici. C'est plus facile à visualiser. Ici, tu as un plan qui approxime la sphère localement autour du point P. Et ici, ben, on a TP de R2 qui en fait, au final, ça va juste être une copie d'R2. La raison pourquoi que ça c'est intéressant, là maintenant on va se concentrer notre discussion sur le cas de R2, c'est que ici, on a dans R2, si je te donne un vecteur U en général, qu'est-ce qui définit U? On a que U est défini par sa longueur, son sens et sa direction. Donc si j'ai un autre vecteur V, je ne sais pas si j'arrive à le faire pareil. Donc supposons que ça c'est V, il a le même sens, la même direction, la même longueur que U. À ce moment-là, U est égal à V. Mais là, dans ce qu'on essaie de faire, on n'est pas content. On aimerait ça dire que U et V sont différents. La raison, c'est que si j'ai F qui mange des points P de R2 et qui me redonne des vecteurs, ben, je veux voir ce vecteur-là comme ça, c'est le vecteur au point P. Si ça, c'est un vecteur Q, c'est un point Q, ben, je voudrais que F de Q, au point Q, F me recrache un vecteur, il me recrache un vecteur V. Ils sont, d'une certaine façon, peut-être le même vecteur, peut-être que au point P, au point Q, F me redonne un vecteur qui a le même sens, la même longueur, la même direction. Mais ici, ce que je veux faire, c'est que je veux dire, ben, c'est pas le même vecteur parce que ils sont pas. Dans le fond, tous les vecteurs, c'est comme s'ils étaient attachés à l'origine, ou ils n'ont comme pas de point d'attache, mais je vais être capable de dire mon vecteur U, il est attaché au point P. Et la façon de dire qu'il est attaché au point P, c'est de dire que UP, c'est dans TP de R2. Et que lui, en fait, il n'est même pas dans le même espace, il est dans TQ de R2, dans l'espace tangent à Q. Donc j'aurais un autre espace tangent ici. Donc ils ne vivent même pas dans le même monde, c'est pour ça qu'ils sont différents. Et ça, c'est TQ de R2. Donc en ce moment-là, la définition d'un espace vectoriel, d'un champ vectoriel, si on la fait un brin plus rigoureuse,
c'est que ça va de R3 dans l'espace tangent à R3, et ça nous prend un point P. Ça lui associe un vecteur, on peut dire f de P qui est égal à UP, tel que, et là c'est une condition, il faut que UP il soit dans un vecteur, dans le fond il faut que ce soit juste attaché à P. Donc on veut juste que ça, dans le fond on est juste en train de dire que le vecteur U qu'on attache, sa base, son point de départ, c'est P. C'est pas juste un sens, une longueur et une direction. Et ici, si ça c'est pas familier encore, ça c'est égal à l'union disjointe de tous les espaces vectoriels. Donc c'est juste un gros paquet d'espaces pour tous les P éléments de R3. Donc c'est une grosse union disjointe. Ici, des fois on met un plus au milieu. Une grosse union disjointe d'espaces tangents. Donc ça, c'est pour les espaces, les champs vectoriels. Donc les champs vectoriels, maintenant, on les voit comme allant de R et allant dans les espaces tangents en chacun de ces points-là. Donc pour chaque point de P, ça l'associe un vecteur tangent à P. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la même chose. Une forme différentielle, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, une forme différentielle, ça mange un vecteur de R3, un point de R3, pardon, pas un vecteur, ça mange un point de R3, et ça va te redonner un élément du dual à ce point-là. Donc ça va prendre un point P, ça va t'associer. Ah, ici, il n'y a pas de P en haut. Ça, c'est l'union disjointe de tous les espaces tangents. Mais ça va te donner un vecteur. Ça, c'est une fonction linéaire qui va de l'espace tangent. Ici, on est dans R3. Fait que je vais mettre R3. En fait, j'ai commencé à mettre du R3. Je mélange un peu mes trucs. En fait, c'est qu'on peut mettre des N partout puis l'expliquer de façon générale. Là, on veut ultimement mon oméga, on est en train de l'intégrer sur une courbe qui est dans R2. Donc, je vais remettre mon R2 ici, là. Puis mon dessin ici, c'est R2. Ben, il suffit de mettre un N, puis l'histoire est exactement la même. Donc, ici, il manque dual. Donc, qu'est-ce que c'est? Juste pour s'assurer qu'on ne perd pas trop les pédales. Ça ici, c'est un espace vectoriel. En fait, on sait qu'il est isomorphe à R2. C'est une copie d'R2 qui est attachée au point P. Donc, on peut le même voir comme R2, comme une translation de l'origine, si vous voulez. Maintenant, l'origine, c'est plus 0, c'est le point P. Et on a déplacé nos axes, là, comme qu'on voit dans les deux exemples, ici et ici. Et quand R2, je sais c'est quoi son espace dual. C'est des fonctions qui vont d'R2 dans R, qui mangent des vecteurs d'R2 et qui nous redonnent des nombres. Ici, c'est la même chose. Ça, c'est maintenant une fonction qui mange des vecteurs, mais pas n'importe quel vecteur. Ça mange des vecteurs que leurs points sont, leurs bases sont attachées à P. Donc, ça va manger ces vecteurs-là et ça va nous redonner des nombres. Donc, ici, on peut l'écrire. On peut écrire ça prend des UP et ça nous donne des nombres. On peut écrire oméga de U. Ok, donc la discussion avance. On n'a peut-être pas encore le sentiment de se rapprocher de notre but ultime. Laissez-moi voir qu'est-ce qu'il reste à expliquer.
Ouais, fait que là, je veux faire le lien avec les espaces duals et les formes. Donc, on revient ici. On avait vu l'action de EI sur le vecteur U, puis on avait dit que ça faisait juste recracher du UI. Puis en fait, il y a une bijection avec une forme. On a DXI. C'est, si vous voulez, la même chose que ça. C'est-à-dire, et là, je reviens en bas. Dans le fond, on peut voir DXI comme, en fait, c'est que EI, ça c'est une base de, ça va de R 2, si vous voulez. Je vais regarder, ou RN dans R. Mais DXI, ça va essentiellement de TP R2 dans R. Donc c'est juste ça la différence avec le EI étoile. Mais la définition est la même. Au sens où, en fait, son action est la même. Si j'ai un vecteur UP qui habite dans l'espace tangent à P, donc c'est juste un vecteur U, on peut s'imaginer U qui est U1 jusqu'à UN. Et la seule différence, c'est que, ouais, je vais refaire ça, c'est pas super beau. Donc j'ai UN, je peux noter P ici en bas juste pour vraiment préciser que ça c'est attaché à P. Je pourrais aussi le faire en vecteur, non c'est ça, vecteur ligne justement. Ici, qu'est-ce que ça fait? Ça l'apporte sur DXI de UP et ça me donne la IM composante, donc ça fait juste me redonner un nombre qui est la IM composante ici là, de U. Donc ça c'est une action qu'on connaît. Et là, puisque les formes différentielles, si vous voulez, sont composées à partir d'eux autres, ben qu'est-ce qu'on fait? Si par exemple j'ai oméga qui est égal à 2 dx1 plus 3 dx2, ben ça c'est quelque chose qui va manger des vecteurs tangents et qui va me redonner des nombres. Attends, même, je viens d'avoir une meilleure idée. On va garder notre définition qu'on avait eue ici. On avait dx, dy. Fait que je vais revenir avec ça. Je pense qu'on commence à boucler la boucle, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Soyez pas découragés. Donc ici, ce que je veux faire, c'est que oméga, ça s'en va de R2 dans l'espace tangent de R2 dual. Ça va prendre un point P. P il vit dans R2, donc on peut peut-être le décrire comme x0, y0. Il va m'associer oméga P. Puis ça, je vais le définir comme étant la fonction, le covecteur ou la fonction linéaire. Donc, comme ça ici. Donc, j'y plug le P dedans. Si vous voulez, ça c'est P. Ça c'est Q de P. dy. Et maintenant, ça c'est un élément de TP R2 dual. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est une fonction linéaire qui mange des vecteurs de R2
qui sont attachés au point P et qui me redonnent un nombre. Donc, comment je ferais pour calculer ça? Je ferais WP de UP, c'est égal à WP de U1, U2. Je garde le P ici, là, c'est juste pour insister. Des fois, souvent, on néglige par abus de notation. C'est juste important de savoir que le U, c'est ça, c'est pas juste une longueur, une sens, une direction, c'est aussi, on lui rajoute un point d'attache. En fait, c'est un IV dans TP de R2, donc dans une copie d'R2 attachée au point P. Ici, comment on le définit? Ben, on fait juste, c'est linéaire. Donc ici, on pourrait écrire, ici, P de x0, y0, ça c'est rendu un chiffre. Une fois que P de xy, ça c'est clairement une fonction ici. Q de xy, c'est une fonction. Si j'y mets x0, y0 dedans, ça me redonne un nombre. Et là, ça c'est juste un scalaire. Donc ici, j'ai juste un scalaire dx plus, ici, on fait q dy, et tout ça, c'est une fonction appliquée à U1, U2, et là, je laisse tomber le P, ou regarde, tiens, on va le mettre pareil. Et ça, comment c'est déterminé? En fait, les X, les P et les Q ne peuvent pas faire grand-chose pour des scalaires. Ça, c'est une fonction. Il faut le voir comme la fonction EI qui mange du U. Fait que c'est exactement ça qu'elle va faire. Elle va manger du U plus, ici, un scalaire, dy qui est une fonction qui va manger du U. Et là, ça mange du U. Ça, c'est comme dx1. Ça, c'est comme dx2. C'est des fonctions coordonnées, donc il me recrache la première et la deuxième coordonnée respectivement. Fait qu'ici, je me retrouve avec U1. Ici, je me retrouve avec U2. Et là, on a terminé notre calcul. C'est de même que les formes différentielles, ils font pour manger des vecteurs. En fait, les formes différentielles, pardon, oméga, elle mange des points P, mais en P, c'est comme un champ, en fait, oméga, c'est comme un champ vectoriel de fonctions, des fonctions linéaires qui mangent des vecteurs en chaque point. Et comment ils font pour les manger? En fait, c'est pareil comme que les fonctions EI, étoile, ils font pour manger des vecteurs. Et là, laissez-moi voir où est-ce qu'on s'en va. Oui, donc on y arrive. Petite remarque ici qui va être pertinente plus tard. Ça ici, on remarque un produit scalaire qu'on peut écrire comme ça. Donc tout ça, c'est un vecteur fois, en fait, le vecteur U1, U2 en P. Et même, je pourrais réécrire mieux encore. Ça, c'est F de P. Là, j'ai 2P, j'ai P fonction, puis j'ai P mon point. Je vais prendre F de Y0, X0, Y0. Produit scalaire avec un vecteur P au point P. OK. Donc là, maintenant qu'on a ça en tête, on peut revenir à notre courbe C. Là, on va se rappeler la dernière étape, là, la troisième étape du rappel, ça va être rappel, interprétation. Oups. Interprétation. Intégrale
champ vectoriel le long de C. Donc, le long d'une courbe C. Donc, je vais descendre un petit peu ma courbe. Ça, c'est ma courbe C. On peut dire qu'elle est orientée par là. Donc là, il y a différents joueurs en jeu. On va tous les rappeler. Un joueur important, c'est ma paramétrisation. Je pense que je préfère le orange. Allons-y pour du orange. J'espère que ça ne vous dérange pas. Donc j'ai R qui va d'un intervalle I qui est dans R, dans C, inclus dans R2. Ce serait la même chose dans R3. Là. On peut le mettre même dans Rn. Il n'y aurait pas presque aucune différence. Ça va prendre T et ça lui associe. Auparavant, on a noté ça comme ça, X de T, Y de T, pour des raisons, pour éviter des confusions. Je vais noter R1 de T, R2 de T. Et ouais, donc c'est ça. Et là, on pourrait s'imaginer, par exemple, qu'il prend le point T0, puis l'envoie sur P, élément de C. Donc, ici, je vais prendre mon point P, qui est égal à R de T0. Et là, l'autre joueur qui est en jeu, c'est bien entendu notre champ vectoriel F. Je vais tuer ça. Donc F qu'on définit maintenant comme une fonction de R3 qui s'en va dans les espaces tangents entre tous les points, qui va prendre le point P et qui va lui associer un vecteur, on va dire UP, qui est égal, en fait ce vecteur-là, il va être égal à P de petit p, Q de petit p. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez voir XY dans votre tête. Donc, en fait, il est défini partout sur... Ah, ici j'ai R3. Je vais mettre R2 pour être cohérent. Donc, en tous les points, on a des vecteurs. Mais en particulier, et là je vais effacer ceux qui ne seront pas d'intérêt, on a des points. Si on donne un point de la courbe, on a des vecteurs. Donc, tout ça, on a déjà cette discussion-là. Et il y en a un, F de P, il y en a un qui va être attaché à P. Donc ça, je vais l'appeler UP, qui est égal à F de P. Et là, je vais vouloir le distinguer du vecteur tangent. Donc, je vais faire par exprès pour le... Parce que là, il ressemblait un peu à un vecteur tangent. Donc, je vais le dessiner comme ça ici. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle, quand on veut savoir c'est quoi l'intégrale de F le long de R, le long de C? Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on veut savoir le travail que F fait. On peut s'imaginer par exemple une bille qui se déplace le long d'un parcours. Puis le champ vectoriel, ça peut être du vent ou une force magnétique qui pousse sur notre bille qui se déplace. Et là, on veut savoir le travail que F fait réellement. Comment que F tire sur notre bille. Et en fait, pour savoir ça, il faudra prendre, je vais prendre en orange ici, on a un vecteur tangent ce qui est R'
de T0. Donc, on se rappelle que R, c'est la fonction qui paramétrise C. R', ça nous donne le vecteur tangent. Puis, ben, T0, il est envoyé sur P. Donc, ça, c'est notre vecteur tangent à la courbe ici. Et là, ce qu'on fait, quand on veut intégrer ça, c'est qu'on va prendre je ne sais pas si je vais l'écrire là tout de suite. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend f de p, produit scalaire avec r' de t0. Donc, on prend le vecteur qui est attaché au point P par f et le vecteur qui est tangent en P à la courbe C. On fait le produit scalaire et ça nous fait la projection de f le long de R'. En fait, ça nous fait une projection avec, en théorie, il faudrait prendre le vecteur unitaire si on ne veut pas une dilatation en plus. On voit qu'en pratique, ça ici, ça va s'en aller. Mais bon, fait que je vais le mettre là. Fait qu'on fait ce produit scalaire-là sur le long d'un vecteur unitaire. Ça nous donne la composante de f le long de la courbe C. Donc ça, c'est une discussion qu'on a déjà eu plusieurs fois. J'espère que je ne suis pas en train d'endormir certains. Mais ça vaut peut-être la peine d'être répété parce que ça vaut la peine que ça soit entièrement maîtrisé. Donc là, on a tout nommé les joueurs qui sont en jeu. Le seul joueur qu'on veut faire apparaître, c'est notre forme différentielle. Donc, comment est-ce que notre forme différentielle peut capturer tous les éléments qu'on vient de nommer et on a dit on fait un travail de traduction, donc on ne va pas rajouter quelque chose. On n'est clairement pas en train de le simplifier non plus, mais on est en train de le généraliser. Fait que là, on veut faire apparaître oméga, et je viens de voir juste avant, ici, là, à fond, on prend tous ces éléments-là et on les somme un par un pour toutes les t là, qui sont sur i. Donc, mettons, i c'est égal à ab, donc toutes les ab des t. Donc, pour chaque point ici, dans notre intervalle, ça nous donne un point sur la courbe. Et pour chaque point de la courbe, ben, on fait ce produit scalaire-là. Ça nous donne un chiffre. Une fois qu'on a ce chiffre-là, on le met de côté. On le fait pour tous les points. Il y en a une infinité. Et on les additionne toutes. C'est ça l'intégrale. Donc, c'est la somme de toutes le travail de f en chacun des points. Mais là, on a presque tous les morceaux. Parce que oméga, qu'est-ce qu'il fait? En chaque point de notre espace R2, il nous donne une fonction qui mange des vecteurs. Puis regardez comment elle mange des vecteurs. Si on revient ici, ça c'est notre oméga. Elle mange un point P. Elle nous donne une application linéaire basée au point P. Cette application linéaire-là, ben là c'est parce qu'on l'a définie comme ça ici, mais elle va manger un point tangent en U. Puis qu'est-ce qu'elle va nous redonner? Elle va nous redonner directement, après qu'on avait fait des simplifications, f en x0, y0. Ça ici, c'est le point P en fait. P est égal à y0, x0. Et ben, c'est clairement proche de qu'est-ce qu'on a. Fait qu'ici, en fait, j'ai pas besoin de tout réécrire ça, là, on vient de le voir. Donc, la somme, ben, oméga sur C, ce qu'il faut faire, c'est juste qu'on va lui donner, en chaque point, on a une fonction. En fait, je vais répéter parce qu'il n'y a plus rien d'autre à dire après. Donc, quand on intègre oméga, on va intégrer oméga sur C. Ben, à chaque point de la courbe C, on va avoir, pour tout P élément de C, on obtient quelque chose qui est capable de manger des vecteurs. Puis non seulement elle mange des vecteurs, mais regardez, elle mange des vecteurs tangents. Ça, c'est nos UP. Et ici, ça vaut peut-être la peine de remarquer que
Ah, je voulais pas mettre ça en vert. R, ici je l'ai fait. Non, c'est lui. Ici, R' en T0. Ça, c'est un élément de TPR2. Ça, c'est celle-là ici, là. TPR2. J'ai pas encore de rose sur mon dessin. C'est ça ici. Peut-être en pointillé. Donc ça, c'est TPR2. C'est une copie d'R2 basée en P. Ben, clairement que R', il vit là-dedans. Parce que c'est un vecteur. C'est quoi sa base? C'est P. Il est basé en P. C'est clairement ça ici. C'est le vecteur tangent à la courbe C en P. En fait, même tu as une inclusion, là, c'est en TPC qui est inclus dans TP d'R2. Donc c'est même ici ce qui est en orange, la ligne orange que je suis en train de surligner en rose. Ça c'est TPC. Ben là, ça c'est... je ne veux pas vous mélanger. On pourrait le voir aussi dans TPC. Mais lui, il vit dans ce que je voulais dire. Il vit là-dedans. Donc ici, on pourrait, comme input, en fait ici comme input, pardon, on pourrait donner R' de T0. Et là, notre fonction serait capable de le manger. Et c'est ça qui se passe. On a pas essentiellement fini la discussion. Donc c'est ce qu'on va définir comme intégrale, ça va être ça. C'est que notre fonction oméga, elle va manger à chaque point P, on a une fonction. Oméga nous donne à chaque point P une application linéaire qui est capable de manger des vecteurs tangents. Puis quel vecteur tangent qu'on va lui donner? On va lui donner les R' de T. Donc, dernière remarque, juste pendant qu'on est déjà dans le creux de la discussion, je ne sais pas si on a encore des guerriers mathématiciens qui sont avec moi. Donc, ici, je trace un dernier trait, puis le titre de cette petite discussion-là ici, ça va être Retour sur pullback. Donc, j'ai fait une méga discussion sur les pullbacks à la fin de l'exercice 1, et j'y reviens ici. Donc, ce qu'on va faire, on va définir les pullbacks. En fait, l'intégrale de C sur oméga, comment qu'on va la définir proprement. Ici, on va mettre I. Ça, je rappelle que notre fonction R, elle va de I dans C. C'est une paramétrisation de C. Donc, on peut faire un pullback de oméga, parce que oméga, c'est une... on a dit qu'elle était définie sur une forme sur R2, mais tu peux prendre une forme sur R2, puis en fait la restreindre tout simplement. C'est comme une restriction, comme une fonction f. Tu peux la restreindre à un sous-ensemble A. C'est la même fonction. On fait juste couper son domaine de définition. Donc notre forme oméga, on prend une forme qui est sur C, et en fait on la tire en arrière pour obtenir une forme qui va être sur I. Donc ici, je vais même calculer le pullback avec vous autres. Je vais laisser tomber l'intégrale. On va l'écrire, on va le calculer à côté. Donc, je rappelle la définition de oméga. On avait dit P dx plus Q dy. Je rappelle les définitions du pullback. C'est essentiellement une précomposition. Donc, P rond R. La précomposition, elle peut même rentrer. Elle est linéaire, puis elle rentre dans les... elle s'interchange avec les différentiels extérieurs. Donc, Q rond R, Y rond R. Ici, je vais juste tout simplement noter P de R. Ici, X, c'est comme ma fonction première composante, donc ça va me donner R1. Donc ici, j'ai Q
de R et R2. Ici, on va avoir P de R. La différentielle de R1. R1, c'est une fonction qui va de R1, qui va de R dans R. Parce que R va de R, si vous voulez, dans R2. En fait, spécifiquement, elle va de I dans C. Elle prend un point T et elle lui associe R1 de T, R2 de T. Donc R1 et R2, ils mangent une seule variable. Fait qu'ici, on va un peu abuser de notation, là, mais je vais mettre D dt de R1 fois dt. Donc, tout ce qu'on a fait là, ceux qui ont écouté jusqu'à la fin ou presque la discussion à la fin de l'exercice 1, ça devrait être clair dans votre esprit. Ici, il n'y a rien qui va changer. Et ici, on va voir la même chose. Donc, d dans R2 dt dt. Là, je vais mettre les t ici que j'ai, je vais les pousser en évidence. Et dans la même ligne, non, je ne vais pas le faire dans la même ligne. Il y en a peut-être qui va être déjà qu'est-ce qui va se passer. En fait, on va remarquer un produit scalaire. Ah, ici, le D, il n'y a pas rapport, pardonnez-moi. Ici, on a d R2 dt. J'ai mis un dt. J'aurais pu les simplifier, les dt, mais c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je veux faire, c'est obtenir une forme sur I, sur l'intervalle I, ou sur R. Donc, ici, ça c'est je peux voir ça comme un vecteur fois produit scalaire avec dr1 dt, dr2 dt, tout ça dt. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, ça, c'est égal à mon champ vectoriel de R. Je vais mettre le T ici. Il était caché tout le long, là, mais évidemment, partout, ça mangeait du T. Je vais juste le mettre ici visuellement, puis parce que ça nous permet de reconnaître quelque chose aussi. Et ça ici, c'est quoi? On sait que, si on remonte un petit peu en haut, ça c'est notre définition de R. Si je veux dériver R, donc R' de T, c'est je dérive chacune des composantes, donc R1' de T, R2' de T, et ben, ça ici c'est R', c'est R1', R2', donc au final, tout ça c'est juste R' de T, dt. Et ça ici, c'est une... si je voulais juste simplifier un peu, là, tout ça ici, c'est comme une fonction f qui mange du t, donc dt. Et ça, c'est une forme sur mon intervalle i. Donc, j'ai pris oméga, qui était égal à p dx plus q dx, qui était deux formes sur R2 ou sur C, si vous voulez. Et je l'ai tiré en arrière avec R sur une forme maintenant avec dt. Donc, c'est un tiré en arrière. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est quand même assez, j'allais dire choquant, c'est peut-être pas le mot, mais surprenant ou ça saute aux yeux. Ici, ce que je viens d'encercler en rose, c'est exactement la définition d'une intégrale. Si je vais intégrer f dr sur une courbe C, ça c'est juste, ça ici, ça veut rien dire, c'est juste une notation. Et comment qu'on était capable de calculer ça? En fait, on l'avait défini comme étant l'intégrale de a à b
sur, en fait, on prenait f de rt fois r' de t dt. C'était ça la définition. Fait que si vous allez relire vos notes, ou même dans les exercices qu'on a fait ensemble, on paramétrait une courbe C. Une fois qu'on avait la paramétrisation, on trouvait les bornes de cette paramétrisation-là. Ici, on a juste mis I. Donc, en fait, l'intégrale sur I de quelque chose, c'est l'intégrale de AB si I est égal à AB, par exemple. C'est pas obligé d'être un intervalle fermé, c'est pas obligé d'être un intervalle borné non plus. Mais ici, juste pour bien le voir, là, AB, c'est très visuel. Donc ça, c'est le même qu'on avait défini l'intégrale. Puis on se rend compte que ici, qu'est-ce qu'on a là? C'est, ça ressemble pas mal à ce qui est en rose. En fait, non seulement ça ressemble, c'est identique. Et ça, c'est le pullback. On a calculé, selon la définition du pullback, le pullback de oméga. Donc, ici, on voit que cette définition-là, elle commence à faire vraiment du sens, au sens où le pullback de oméga, c'est une forme sur C, et quand on fait son pullback par la paramétrisation R, ben, on obtient essentiellement, on retombe sur la même définition d'intégrale qu'on avait déjà. Donc, les morceaux, ils commencent à se placer. Pour le moment, on ne semble pas avoir rien gagné, au sens où on fait juste travailler vraiment fort dans un langage abstrait pour dire des choses qu'on savait déjà. Mais ça va gagner beaucoup de liberté, là, puis on va pouvoir faire en fait de la topologie et de la géométrie différentielle. Tu peux avoir des résultats de topologie pure avec des formes différentielles comme ça. Là, je pense que c'est ce vers quoi ceux qui ont inventé ce langage-là convergeaient. Donc, si on récapitule brièvement, on avait une forme oméga, et là, on voulait savoir comment on pouvait interpréter son intégrale sur AB, sur C. Où est-ce qu'on est? On est parti de loin. Ouais, donc ça, c'était la fin du problème. Laissez-moi voir. Je vais juste faire une conclusion pour boucler la boucle de façon convenable. Donc, c'est ça. On s'était donné oméga une forme sur Rn. En fait, on l'a pris sur R2, à vrai dire, de la forme PDX plus QDX. Et là, on s'est dit, c'est parce que suite à l'exercice, on a bien vu que, en fait, c'est ça ici qu'on pouvait se dire, ben, qu'est-ce que c'est ça? Donc, on a réussi, après une longue discussion, un détour par les espaces du haut, les espaces tangents. On a vu que oméga, en fait, à chaque point de l'espace, ça nous donnait une fonction oméga p, qui, elle, était capable de manger des vecteurs tangents. Puis, ben, en fait, si on revient sur le dessin ici qui est un peu barbouillé, on a un point P, on a un vecteur tangent qui est R', et ben, on a juste mangé ce vecteur-là à l'aide de notre fonction oméga. Puis en fait, je ne sais pas si ça l'a passé sous silence, mais oméga, je vais sortir le surligneur. Oméga de P, comment il était défini, il mangeait un vecteur U, puis en fait, il l'envoyait sur F, XY, X0, Y0, produit scalaire avec UP, puis ça, c'est F ici, là, c'est celui-là ici. C'est mon UP qui est là. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est un produit scalaire. Dans le fond, on avait rappelé que le travail pour la courbe, c'est un produit scalaire avec le vecteur que F nous donne, le champ vectoriel. Puis là, on veut savoir la composante qui est en direction du vecteur tangent. Et c'est la définition qu'on est capable de donner avec notre forme ici oméga. Donc, j'espère que j'ai réussi.
Je sais que c'est pas parfaitement expliqué. Je l'ai un peu juste improvisé. Mais j'espère qu'au moins ça vous donne des éléments de réflexion. C'est certain que pour que tous ces morceaux-là se collent ensemble dans votre tête de façon unifiée, il faut faire des exercices, il faut le voir et le revoir. Mais c'est pas mal ça que j'ai à dire. Et en fait, vous allez avoir les définitions formelles des intégrales, de comment intégrer une forme différentielle. Et une fois que vous allez avoir ça, je pense que le tout va être cohérent. Donc, c'est ce que j'ai à dire. J'arrête et on se revoit dans une autre vidéo. Salut!